Hello, hello and welcome to the channel. We are today with Éclair TV. On va pas continuer en anglais comme d'habitude. Alors, il se passe pas mal de choses dans le monde, dans notre pays, dans les autres pays, dans le monde de l'art, dans le monde de l'art de la petite Guadeloupe, dans le grand monde de l'art, non, dans le petit monde de l'art de la Guadeloupe ou dans le grand monde de l'art dans lequel la Guadeloupe doit forcément s'immiscer ou participer. Mais tout ce qui se passe, tout ça, on se demande mais à quoi ça sert? C'est-à-dire, oui, quelle est la fonction de l'artiste? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir avec 4 personnes et quelques autres personnes qui interviennent par Skype ou par question filmée. On a ici à ma droite Philippe Virapet. Comment tu vas? Très bien. Photographe. Photographe, vidéaste, ouais. Merci d'être là. On a François Piquet, plutôt sculpteur. Oui, c'est ça, ouais. Et autre chose? Art visuel en général, depuis la Guadeloupe. Franck Juminaire. Artiste plasticien. Peintre plutôt. Oui, beaucoup de dessins aussi. Right. Et Laurence Makiaba. Oui. Pas artiste. Pas artiste du tout. Productrice. Voilà. Merci d'être là. On va commencer tout de suite avec toi, avec une vidéo que vous avez mis en place, que vous avez diffusée à partir du Centre des Arts et de la Culture. On n'a pas tout mis, on a mis juste ta portion. On regarde. L'action CAC est une action éminemment politique. Mesdames, Messieurs, quelle Guadeloupe voulons-nous? Quel pays construisons-nous? Un pays repoussoir que les jeunes quittent dès qu'ils le peuvent? Dis-nous. Effectivement, depuis 6 mois, on des artistes, des acteurs culturels, parce qu'il n'y a pas que les artistes de la culture, des acteurs culturels, des enseignants, Des citoyens tout simplement. On a investi le chantier du Centre des Arts qui est à l'abandon depuis plus d'1 an pour le squatter. Donc ça fait maintenant 6 mois qu'on y est, qu'il y a des artistes qui sont en résidence, qui créent à partir de ça, qui dorment là. On a d'autres personnes aussi qui vivent ici, qui vivent au Centre des Arts depuis 6 mois. Et l'idée, c'était non pas juste de parler des murs du Centre des Arts et du formidable gaspillage d'argent et d'énergie que c'est, mais surtout pour interpeller sur ce qui nous tient, nous, à cœur, c'est-à-dire cette réflexion commune, nous on appelle ça politique culturelle, une réflexion commune sur la culture en Guadeloupe, sur le fait que les artistes, parce qu'il n'y a pas les structures pour qu'ils puissent s'organiser, se développer, soit dans une précarité, parce qu'on a des formations d'excellence ici, on forme des jeunes qui vont aller remplir des écoles d'excellence, que ce soit pour de la danse, pour de la musique ou autre chose. Et donc dire qu'il fallait qu'on arrive en tant que société, mais aussi au niveau des politiciens, à regarder ce monde culturel-là, pour voir comment le faire évoluer, le faire vivre. Et tout ça, ce sont des réflexions qui sont intéressantes, qui fusent un petit peu de partout. Et, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la construction de ces réflexions. Et donc, toi, tu as toujours, maintenant, tu es une personnalité politique, mais tu viens vraiment de la culture et notamment du festival de Petit Canal. Voilà, alors ça fait un moment que je suis dans tout ce qui est culturel. En 2006, j'ai lancé les premières slam sessions en Guadeloupe, les premiers tournois de slam. J'ai eu un bar d'ambiance à l'époque. Ça s'appelait comment? Qui s'appelait le Wilson Café. C'était où? C'était en 2008-2009 à Mornalo. Tu as fermé après le LKP? Après le LKP, oui. À cause du LKP? Non, pas à cause du LKP, même si ça a participé mais la décision était déjà prise. Ensuite, j'ai travaillé beaucoup à Paris, dans tout ce qui était médias, le lancement de la chaîne Biblac et d'autres choses. Et je suis revenue en 2013. Et donc, j'ai commencé à travailler avec la ville de Petit Canal, dans une réflexion, non pas au départ artistique, mais de stratégie sur le territoire, comment on développe l'attractivité du territoire et de le territoire de Petit Canal, mais territoire de Petit aussi Canal, de la Guadeloupe ou vraiment juste Petit Canal, non, Grande Terre, déjà de partir de ça, de cette idée-là de comment un territoire où les gens font que passer, comment on les fait s'arrêter, comment on les fait passer un moment, découvrir, entendre, parler d'histoire. Donc le festival est parti de là et c'est devenu un événement majeur du territoire de Guadeloupe. De Guadeloupe, oui. Mais en tout cas nommé officiellement par le Nord Grande Terre comme un événement majeur. Oui, complètement.
Mais donc du coup là, c'est un peu une fonction de l'art, de développement culturel. Oui, de développement culturel, mais aussi de l'art comme le principe de l'art déjà, c'est de faire vivre des émotions et de faire passer des messages, de faire entendre une certaine vision du pays, de se faire entendre une certaine vision de notre histoire aussi, parce qu'on a toujours, c'est toujours un effet repoussoir de l'histoire où en fait, bon, si on en parle, c'est qu'on est militant et qu'on veut l'indépendance, avec toujours une espèce d'œil péjoratif, déjà comme si l'indépendance était péjoratif, mais bon, on va pas rentrer dans ça, mais il y a toujours cette espèce de repoussoir, alors qu'à mon sens, l'art peut permettre de faire entendre différemment les choses. Comment les gens résistent à l'oppression, comment les gens créent différemment, comment ils se voient différemment et comment ils se sentent eux plus forts, plus grands, parce qu'un artiste leur aura fait comprendre leur histoire mieux. Mais du coup, une fonction à la fois de développement culturel et économique, mais aussi une fonction de prise de conscience à travers les arts du peuple, en fait. Voilà, c'est ça. Voilà. Pour moi, il y a cette casquette culturelle là où la culture doit pouvoir servir à ça, à développer l'attractivité, et l'artiste à côté a cette fonction pour moi éminemment importante de pouvoir transmettre des messages, pouvoir transmettre des émotions. Alors les livres vont pas forcément y arriver. Et maintenant, tu es une personnalité politique, mais est-ce que tu l'étais déjà? Ou est-ce que c'est l'expérience du festival t'a conforté dans ce sens-là? Alors, pour moi, je passe pas d'un cadre à l'autre. Pour moi, c'est une continuité. Ce que je faisais dans l'héritage, en réfléchissant à où est la Guadeloupe et où est-ce qu'on peut aller avec elle. C'est une question politique. Oui, pour moi, je faisais déjà de la politique. J'ai pas commencé à faire de la politique avec ANG. Pour moi, je faisais déjà ça. Quand je travaillais avec les jeunes aussi, qu'est-ce que je faisais déjà? Pour moi, la politique, c'est gérer la cité. C'est pas être politicien. C'est autre chose. Dans cette relation entre l'art et la politique, moi, j'ai vu un film qui m'a vraiment choqué, qui s'appelle Max. Et j'ai pris un extrait, pas que pour toi, mais pour tout le monde, mais j'ai pris un extrait pour le débat. Where is the work, my dear? Where is the evidence of this journey into the abyss? I am the new avant-garde! I am the new artist practicing the new art! And politics is the new art! Donc là, on voit le gars qui est à gauche, il s'appelle Max, il est marchand d'art et il essaye d'aider ou de faire monter un jeune artiste à l'entre-deux-guerres en Allemagne. Et cet artiste, il est aussi happé par les mouvements politiques qui n'acceptent pas la défaite de l'Allemagne. Et cet artiste, en fait, cet artiste lui explique dans le débat et dans l'extrait, cet artiste lui explique que il a fait tout ce qu'il a pu et tout ce qu'il a cherché. Et résultat, il se rend compte que le vrai art, c'est vraiment de se lancer en politique parce que juste peindre avec des pinceaux ne suffisent pas. Et que par conséquent, que lui, il incarne l'avant-garde réelle et que la politique est le nouvel art. Le problème de ça, c'est que cet artiste s'appelle Adolf Hitler. Franck, est-ce que l'artiste est dangereux? Forcément, l'artiste est dangereux. De par son positionnement, il s'articule en un domaine qui vise le futur, qui s'articule sur des éléments qui ne sont pas forcément historiques, parce qu'il parle d'un monde possible, de nouvelles possibilités, et pas uniquement de ce qui est là, qui nous encadre, qui nous structure. On va revenir. On a aussi avec nous une autre invitée que j'ai oublié de mentionner qui s'appelle Pascale Lobolo. Elle est avec nous de Paris par Skype. Pascale est rédactrice en chef ou directrice de rédaction d'un magazine en ligne et papier qui s'appelle Africada. Est-ce que je t'ai bien présenté, Pascale? Oui, je suis entre autres, et je suis commissaire d'exposition et cinéaste. Oui, je suis membre fondatrice et rédactrice en chef de la revue Africada. C'est une revue dirigée par des collectifs, qui est dirigée par un collectif d'artistes racisés. Et l'idée de cette revue, elle existe depuis 9 ans et elle s'est transformée en même temps en un espace de monstration. C'est-à-dire que quand on a démarré en fait la revue, il y avait très très peu d'espace en métropole, en France, qui exposait des artistes noirs.
et les artistes dont on défendait en plus, qui sont des artistes afro-caribéens. Et mécaniquement, on n'a pas eu le choix, on a mis en place un concept qu'on a appelé l'acte éditorial live. Et c'est-à-dire, c'est comment exposer le contenu de la revue dans un espace d'art, qui était aussi une manière pour nous de défendre et de faire découvrir les artistes dont on défendait en fait dans la revue Africada. Donc, je t'entends. Aussi des nouvelles façons de théoriser sur l'art. Dans le sens où comment en fait écrire notre propre histoire qui est en train de se produire, comment théoriser sur des pratiques artistiques non institutionnelles et institutionnelles aussi. Et on investit beaucoup dans une politique éditoriale par une mise en place en fait d'exposition, mais aussi de publication. Et donc aussi, on a créé l'African Art Book Fair, qui était un moyen pour nous aussi de soutenir en fait des éditeurs indépendants qui éditent des monographies d'artistes afro-caribéens et qui en tout cas encouragent des jeunes critiques d'art à s'approprier et à écrire sur les artistes afro-caribéens. Si dans nos échanges, j'ai entendu utiliser des mots qui quand même résonnent, comme tu viens de dire, le mot racisé, invisibilisé par exemple, et d'autres mots comme le panafricanisme. Tout ça, en fait, ce sont des mots qui sont chargés d'une certaine vision du monde, pas seulement de l'art. Comment est-ce que tu gères tout ça, c'est-à-dire votre propre vision, mais en même temps la possibilité d'une ouverture à l'intérieur du panafricanisme, c'est-à-dire... Bon, c'est vrai que les exemples de mots que tu cites, en fait, ce sont des termes politiques. C'est-à-dire que moi, quand je parle de racisé, je parle plutôt racisé en termes politiques. Et pareil, la question de l'invisibilisation, pour moi, c'est une question qui relève aussi de l'ordre politique, dans le sens où ce qui nous, en fait, dans le collectif Africada, l'idée, c'était vraiment de créer une production critique pérenne qui archive en fait la mémoire de l'histoire de l'art contemporain afro-caribéen, de déconstruire en fait des frontières qui en fait avaient été mis en place entre justement les artistes de la diaspora, ceux du continent africain et aussi ceux des Caraïbes et des Amériques. Et pour nous, on avait vraiment l'idée de déconstruire en fait ces frontières, reconstruire en fait d'autres espaces de parole où on puisse en fait se questionner et réécrire une nouvelle histoire commune. Mais tu viens d'une idée qui est plus une idée, dans ton cas, je pense que le mot n'est pas exactement politique, mais une idée théorique et qui soutient l'ensemble de ton projet. Non, parce que justement, nous, on s'est vraiment battu pour que... C'est vrai que dans le collectif, il y a des théoriciens en art, mais pas que. Il y a des activistes, il y a aussi des artistes. Et l'idée, c'était de mélanger, de passer de la théorie à la pratique. Comment on passe de la théorie à la pratique et non pas justement purement rester dans l'espace de la théorisation, mais justement comment cette théorisation qu'on questionnait dans la revue, comment elle se manifestait en fait dans l'action, dans l'acte, et d'où aussi cette idée en fait de s'infiltrer en fait dans des institutions muséales françaises, mais pas que, mais aussi de réfléchir, nous en tout cas, à une nouvelle manière de théoriser sur l'art, mais au travers aussi l'enseignement. Parce qu'on a remarqué aussi que dans les écoles d'art en France, on peut en fait passer 5 ans de sa vie, avoir son diplôme, sans qu'en tout cas on te parle des artistes afro-caribéens. Et donc la question pour nous était de réfléchir aussi à comment en fait transmettre un certain savoir dans les écoles d'art et du coup former en tout cas des activistes artistes, profs qui enseignent à une école d'art qui puissent transmettre cette histoire et ce savoir-là.
Donc pour nous, c'est vraiment important de tout le temps d'allier l'acte à la théorisation. Former des activistes profs, c'est ce que tu dis? Oui, parce que du coup, on pousse beaucoup les artistes à devenir des théoriciens, à être maîtres de leur histoire, en leur donnant en fait des outils pratiques pour pouvoir écrire sur leur propre pratique artistique aussi. C'est pas un peu Et on périlleux. essaie aussi de déconstruire quelque part cette espèce de frontière qu'il y a souvent dans les artistes afro-caribéens où c'est très marqué, c'est-à-dire que les gens qui font de la théorie, les théoriciens, ils sont à part, les artistes sont à part, les commissaires qui travaillent sur les artistes aussi. Nous, on est plutôt dans l'expérimentation de faire en sorte qu'on puisse expérimenter différentes situations, différents postes aussi, d'où le profil de commissaire théoricien ou de commissaire artiste. Nous, on est plutôt dans cette forme d'expérimentation. Et ce qui nous manque, en fait, ce qui manque beaucoup, qu'on a remarqué, nous, quand on voit ce qui pêche dans les dossiers, même quand les artistes font des demandes de résidence d'artistes ou pour des demandes de fonds, eh ben, on remarque une faiblesse en fait dans la manière de présenter, dans la manière d'écrire leur pratique artistique. Et c'est pour ça qu'on a envie de renforcer en fait ça pour qu'à l'international, ces artistes-là puissent justement avoir beaucoup plus de chances de pouvoir en fait, de par leur dossier, eh ben, gagner en fait des fonds pour leurs projets ou à pouvoir en fait avoir plus de chances d'avoir des résidences. Est-ce que tu as travaillé avec la Guadeloupe dernièrement? Comment ça s'est passé? En fait, on a fait le dernier numéro qui vient juste de sortir qui s'appelle Les Révoltes silencieuses. Donc on a travaillé, l'idée à chaque fois c'était de trouver un collectif d'artistes dans chaque territoire des Caraïbes, mais pas que, puisqu'on a travaillé aussi à Mayotte, à l'île de la Réunion et à Madagascar et en Guyane aussi. Et donc à chaque fois l'approche était de collaborer, de trouver en fait un collectif dans chacun de ces territoires et de réfléchir ensemble sur cette question des révoltes silencieuses. C'est-à-dire que les bouillonnements, les tremblements qui s'opèrent actuellement dans la Caraïbe francophone, pour nous c'était vraiment important d'inclure, de réfléchir en tout cas avec les acteurs concernés, d'écrire ensemble avec eux les questionnements qu'ils étaient en train en tout cas d'essayer de répondre ou même juste de se questionner. Et puis aussi, par exemple, on parlait par exemple de la question, par exemple, si on parle des déboulements de statuts, où quand on voit ici en métropole, on a totalement ignoré que le premier collectif qui a commencé en fait à déboulonner les statuts, c'était quand même dans les Antilles. Et du coup, on a fait genre que ça venait, les premiers déboulements venaient des États-Unis, etc., alors que les premiers avaient commencé quand même dans les Antilles françaises. Et l'idée, c'était comment justement ces révoltes silencieuses, ces micro-révolutions, moi j'appelle pas ça des manifestations, c'est vraiment des mini-révolutions qui s'opèrent en fait dans ces espaces, comment elles transforment la société dans laquelle on vit, comment elle transforme aussi la scène de l'art contemporain caribéen. Donc tu as travaillé avec Joël Ferly, avec Jean-François... Ouais, j'ai travaillé avec Jean-François Beauclé, qui est un artiste avec lequel on collabore depuis très très longtemps et qui fait vraiment un travail magnifique sur le questionnement du chlordécone à travers toutes ses performances, toutes ses installations sur les bananes. Pour nous, c'était aussi important d'avoir un texte de Joël, dans le sens où on a discuté ensemble sur
comment transmettre une histoire de l'art contemporain, par exemple guadeloupéen ou martiniquais. Et du coup, pour nous, c'était vraiment une des personnes, de par son profil artiste, théoricienne, ayant une expérience aussi en tant que prof. Donc, elle avait toutes ces casquettes-là. Pour nous, c'était vraiment important d'avoir un texte sur aujourd'hui comment se pense l'art contemporain guadeloupéen ou martiniquais dans ces territoires-là. Comment les gens qui vivent en fait qui vivent ces pratiques-là, qui vivent cet écosystème de l'art contemporain, comment ça, quel type de transformation, en tout cas, il y avait aujourd'hui? Parce que nous, on voit qu'il y a vraiment un intérêt du marché de l'art des artistes caribéens aujourd'hui. Et du coup, du marché de l'art, un intérêt de plus en plus grandissant sur ces artistes-là. Donc, comment ils se positionnent par rapport au marché de l'art? Quelles sont les politiques qui sont mises en place dans ces territoires-là? Est-ce qu'il y a de plus en plus de galeries ou pas? En termes d'enseignement, dans les écoles d'art là-bas, quel type d'histoire de l'art est transmis ou enseigné pour pouvoir en fait former des soldats qui vont rentrer dans ce marché de l'art? François, oui. Des soldats qui vont rentrer dans le marché de l'art. Est-ce que l'artiste est un soldat? Est-ce que l'artiste est un soldat? Alors, en fait, je pense que selon les artistes, il y a plusieurs motivations pour faire de l'art, qui sont un peu, ça peut être l'ego, ça peut être quelque chose qui nous fait du bien, ça peut être par désir de reconnaissance ou pour de l'argent. Il y a plusieurs volontés différentes et que chaque artiste trouve un peu son cocktail et fait son histoire à partir de ça. Donc là, le rapport aux soldats, ça implique... je pense que chacun trouve des solutions et depuis, moi j'ai commencé à faire de l'art en Guadeloupe. Donc c'était étonnant comment ça résonnait, ce qu'elle racontait Pascal avec afro-caribéen, si c'est un trait d'union ou si c'est une inclusion, comment ça marche. Je sais que moi j'ai commencé ici. Que le fait de commencer à faire de l'art, en fait, quand j'ai fait ma première sculpture à Darboussier, c'est la première fois où je me suis senti appartenir au pays Guadeloupe ou participer du pays Guadeloupe. Et donc, depuis, j'essaie de continuer à travailler. Alors, soldat, c'est beaucoup dire parce que moi, je me sens... Mais je travaille aussi sur la violence, donc c'est un terme qui résonne aussi pas mal... mais là encore, chacun a une démarche particulière. Et puis, j'ai pas à dire que... Voilà, l'idée, c'est d'essayer de coller à ses propres envies. Moi, mon envie n'est pas forcément d'être référencé dans une histoire de l'art caribéenne ou d'aller là-dedans, c'est vraiment de faire, de travailler avec ce que je peux faire, ce que je sais faire, d'utiliser au mieux mes possibilités pour essayer de tirer ou de montrer des choses ou de rendre visibles des choses là où je suis ou voir ailleurs, mais de montrer un peu comment la Caraïbe ou la Guadeloupe m'a transformé, quel éclairage elle peut apporter sur une manière d'appréhender le monde. Mais là, tu dis des choses pour lesquelles on sera tous d'accord, plus ou moins, tu vois. C'est-à-dire que l'art, ou l'artiste veut montrer des choses que les autres ne voient pas. Ouais, mais alors, il y a des soldats mercenaires qui bossent pour eux. Non, mais il y a des soldats qui bossent pour une cause ou pour un général ou un truc, tu vois, c'est ça la question. Oui, mais nous, quelque part, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que toi tu vois. Et est-ce que ta fonction est de montrer ça et comment? Pour rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu parles du futur, moi je pense que j'essaie de travailler sur une forme d'utopie de société, de quelle société on va construire, comment en tant qu'artiste on essaye d'intervenir sur une vision globale pour donner à voir, à traduire, à ressentir les choses différemment et donc travailler sur... Différemment comment?
Parce que différemment. Est-ce que tous les artistes sont obligés d'avoir la même fonction? Je suis pas sûre. je ne sais pas, justement. Je suis pas sûre. Ce qu'il faut savoir. Oui, mais t'es pas sûr. Mais oui, mais quand tu dis t'es pas sûr, non, pour moi, oui ou non? l'artiste, la définition, Chaque artiste. la sa définition façon. d'artiste, c'est de faire passer, des émotions. Sa fonction. Sa fonction, c'est de faire passer des émotions. Mais quelles émotions? Eh ben, ça peut être des émotions très légères, juste faire du bien et relaxer les gens, ça peut être les secouer, ça peut être énerver, ça peut être faire tout ça. C'est de faire passer des émotions. Est-ce que ça se réduit à ça? Est-ce que ça peut être juste faire du bien? Non, l'art pour moi c'est un moyen d'expression. Point barre. Oui, mais il faut exprimer Après, quoi? justement, c'est là où l'artiste, il a Juste un faire éventail. du bien, ça suffit. Mais c'est pas ça l'histoire. Mais oui, mais c'est ça la Les question. stars, un artiste peut se faire du bien, peut envoyer des messages. Il peut mêler tout ça. Moi, je vois dans ma création, j'ai des moments où je relâche un peu, j'ai envie de me faire du bien. En ce moment, j'ai envie de voir la mer. Je fais des photos de mer. Ta photo avec l'arc-en-ciel notamment. L'arc-en-ciel, mais à un moment donné, j'ai eu des occasions où je voulais mettre en avant, par exemple, les danseurs de hip-hop. Quand je suis arrivé en 2003, j'ai vu dans la rue des danseurs de hip-hop et on passait devant sans les regarder. Est-ce que cette photo, c'est ta photo la plus connue? Non, c'est pas la plus connue. Il y en a une autre qui a gagné un concours dans un magazine. Et c'est la même série. C'est la même série, ouais. Ouais. En fait. Et là, tu te fais du bien ou tu dénonces? Non, là, franchement, je me fais du bien. Je me fais du bien. J'ai envie de faire des choses que j'ai fantasmées, que j'ai réfléchi depuis longtemps. Mais qu'est-ce que ça fait au spectateur? Dans la fonction. C'est-à-dire que moi, tu sais, toi, Laurent dit que l'artiste peut faire ça ou ça. Mais moi, j'y ai pensé hier soir et je me dis, tiens, est-ce que ce grand écart-là n'est pas trop grand? C'est un mélange de genres, en fait. Moi, je me fais du bien, mais je mets en avant les jeunes qu'on ne regardait pas. Aujourd'hui, il n'y a plus de jeunes qui dansent dans la rue. Est-ce que tu as besoin d'être un artiste pour faire ça? Est-ce que ça peut être un mélange du genre? Mais chaque métier a une fonction. Quelle est la fonction de... Mais c'est ça qu'on te demande. Mais donc ça voudrait dire que la moitié des chanteurs de zouk, on leur enlève le qualificatif d'artiste alors. Mais ça dépend de ce qu'ils disent. Non. La musique, c'est encore autre chose. La musique et la peinture, ce sont deux arts pratiquement purs. Non, mais quand tu dis ça, tu fais comme si elle a tort de poser la question, mais la question est légitime. Mais en même temps, quand tu écoutes certains, je ne vais pas me nommer de nom, mais quand tu écoutes certains, pour rester même dans le zouk, quand tu écoutes les paroles de certains artistes et les paroles de d'autres, il y en a qui résonnent avec toi différemment et qui te font voir le monde différemment et en même bien que la partie ludique soit des deux côtés aussi sympathiques. Il y a des prises de conscience, par exemple. Mais le même artiste, je pense à Dominique Coco avec qui on a une discussion, c'est le seul artiste qui arrive à faire en sorte que je prenne, j'ai de la peine pour un type qui fasse un féminicide et 2 meurtres. Titine. C'est ça en fait qu'elle raconte la chanson. Et parce qu'il a réussi à faire le médium, on se met dans la peau du gars et on se dit quand même, il se lève le matin, il fait tout ça, donc pas qu'on justifie, mais on l'entend. On l'entend parce qu'il est suffisamment puissant pour le faire. Un artiste, c'est un vecteur pour de l'émotion. Il y en a qui arrivent avec des messages, qui vont transformer un pays, qui vont le soulever. Il y en a d'autres qui vont faire rire. On a besoin de rire aussi. On est humain. On a besoin de pleurer. On a besoin d'entendre Justine Béwar chanter... Ok, ça a levé quand on n'est pas bien, pour se dire ouais, je peux me lever moi aussi. Donc l'artiste a tout ce panel de fonctions-là. Après, pour moi, une société doit se poser des questions aussi si elle n'arrive pas à entendre les artistes qui portent des messages, qui la poussent elle en tant que société à se développer, à se pousser à faire autre chose. Mais pour moi, on peut pas commencer à faire un nivellement en fonction de l'engagement, voilà. L'inconvénient, c'est que ça véhicule une image de l'art. Dans le fait que c'est cet aspect de l'art qui domine, les gens se disent l'art c'est ça. Ben, pour moi, les gens sont pas couillons, donc a priori. Non, c'est pas. Non. Soyons. C'est soit l'art a une dimension sociale et une dimension politique concrète, ou soit il n'a pas.
Ben non, Ça moi, dépend il y a des les gens, deux. ça dépend de la volonté, ça Il y a dépend les deux, même, il y a des artistes ça dépend même politiciens. des pièces qu'on fait. C'est-à-dire que parfois, tu as une pièce qui transporte de l'émotion, tu en as une qui va transporter plus de la pensée, tu en as une autre qui va transporter de l'humour. Et selon, après, quand tu arrives à un truc où tu as plusieurs travaux, tu les organises aussi afin que l'humour de l'un puisse permettre d'absorber l'émotion de l'autre et de pouvoir commencer à avoir une pensée qui se développe entre les différents morceaux que tu montes. Parce qu'en fait, dans tout ça, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a vraiment une pluralité. C'est-à-dire qu'à chaque artiste, tu vas avoir un positionnement, une volonté et une histoire. C'est-à-dire que le même artiste va grandir et ne va pas produire les mêmes choses à 10 ans d'écart, ne va pas produire les mêmes choses, ou peut-être, ou pas. Mais quels sont les dominateurs communs? Il y a bien un dominateur commun dans la création. La création, non? Oui, mais à quoi Mais la création parle de quelque chose. C'est ce qu'on essaie de comprendre. La création chaque parle de artiste quelque se chose. positionne en fonction de... On regarde toutes les civilisations, Non, mais- au début, elles ont besoin de représenter quelque chose. De se dire. De se voir, ou de s'entendre. Je pense que les chants ont commencé très tôt, et les représentations, on a les pierres gravées. Qui a imaginé vouloir faire un dessin sur une pierre? J'ai rien à dire contre ça. Donc je pense que c'est un besoin. Mais l'histoire, enfin, la création a une histoire. Quand tu dis la création, tu parles de la création Machin. du monde, tu dis la Non, la création. créa- la Quelqu'un qui a création. créé quelque chose. Non, je parle de l'art, Artistique, ouais. le monde artistique, de l'esthétique. À un certain moment, on a eu de l'art moderne, l'art contemporain, l'art pariétal, tout ça. Maintenant, on a même parlé avec Duchamp du non-art, de la mort de l'art. Donc, ce qui veut dire, il y a un cheminement. Et ce cheminement, qu'est-ce qui produit chez l'individu, chez l'artiste? Oui. Mais ce que apparemment la pensée générale ici, c'est que ça peut produire autant du rire que de la tristesse, autant de l'émerveillement que de la prise de conscience. Mais toi, tu sembles dire que l'artiste doit nécessairement être un animal sociétal, enfin une pensée sur la société et politique. Mais c'est étrange, pas étrange, pas étrange. Non, mais quand on regarde ton travail, par exemple... Non, pas une pensée... pas une pensée politique, justement. Je pense que l'art a son monde. C'est-à-dire que l'art n'est pas assujetti à la politique. Non, mais quand je dis pas politique, assujetti, je sa dirais la propre cité, politique. pensée de la société, réflexion de ce que nous sommes ensemble. Quand je dis politique, c'est dans ce cadre-là, c'est pas politicien, Là où on va, élection, la direction. candidat, ou Et autre il y a une chose. dimension Voilà. collective, c'est-à-dire qu'en fait là-dedans, dans tout ça, la création, si tu la fais tout seul dans ton coin, que tu montres à personne tes affaires, tu fais de la création, mais ça regarde que toi. Le fait de s'exprimer ou de poser, Ça veut rien dire. Mais de poser Fernando son truc- Pessoa, par exemple, on a trouvé ses écrits dans une malle. Voilà, c'est D'accord, mais considéré il comme était- le plus il grand était déjà écrivain du écrivain. monde. Mais Donc, ceci étant on ce que peut je dis, être- ça revient sur ce que Mme Obolo dit, d'avoir une réflexion aussi dans la façon dont on enseigne l'art, pour que ça ne soit pas juste que du figuratif et du vide. Mais pour le coup, est-ce que ça rend moins... On peut être un artiste intimiste et être déterminant. Il n'y a Bien qu'à sûr. il y a qu'à voir Turner. C'est pareil, tous ses œuvres, il a fait don à la... C'était dans une malle et il en a fait don à l'État anglais. Mais Voilà. ça voudrait dire que l'artiste doit créer pour l'autre et pas pour lui forcément. Il n'y a pas de règle, en Il dit le fait. contraire, justement. Mais est-ce que Il l'artiste... n'y a pas de règle. Non, il n'y a pas de règle, mais on essaie quand même de comprendre. Non, justement, il n'y a pas de règle. pas de C'est ce règle. que je dis. Oui, Il mais- n'y a pas de règle. Oui, mais on essaie quand même de comprendre parce que l'artiste et puisque les deux exemples que tu cites, Turner et l'autre que je connaissais pas, quelque part, tu sais, tu peux toujours citer des exemples ici et là qui sont en réalité plutôt anecdotiques ou ponctuels, mais qui ne reflètent pas la réalité du monde, puisque en réalité, parce qu'il faut quand même que l'artiste puisse avoir une voix et que sa voix puisse porter. Si personne n'écoute les chansons de Dominique Coco, ben, elles ont beau être remplies de messages et d'émotions et de visions différentes, même C'est pour une féministe. impossible. Mais l'ensemble de la société ne le verra Parce pas. qu'en tant Mais que attends. puissance... Mais déjà, est-ce qu'on peut être artiste sans auditoire? Mais très bonne question. L'ensemble de la société ne le verra pas et le temps passe parce que le message de cet écrivain il était peut-être encore plus détonnant à l'époque et que maintenant on voit son message maintenant parce qu'il ne dérange plus tout en restant beau et important. Non, mais un artiste peut créer pas pour son temps, il peut créer pour 1000 ans.
Oui, mais une génération qui va venir. Est-ce que c'est pas une excuse aussi en même temps? Non, c'est pas une excuse. Non, mais est-ce que ça va marcher surtout? C'est une réalité. Il y a de plus en plus de production. Je veux dire, une réalité. Van Gogh a été rejeté par son époque, et c'est maintenant qu'il est célébré. Oui. On voit aussi Gauguin. Ce sont Mais tu vois, ce que tu poses la question vraiment de l'accès du public à l'œuvre d'art. C'est intéressant parce que justement, l'artiste peut être en avance sur son époque. J'ai une vidéo. Ça, il ne faut pas l'oublier. J'ai une vidéo sur ça. On revient. Il doit être visionnaire, oui. Il est visionnaire. Oui, mais il faut qu'il puisse être entendu. Il n'a pas forcément besoin de public. Mais il n'a pas besoin d'être entendu. C'est ça que tu comprends pas. Je ne sais pas. On regarde la vidéo sur l'art et la politique. Après, il faut être rentier, quoi. Il sera. C'est-à-dire, il faut prendre ses responsabilités. Attends, l'art, c'est pas une affaire de mangeoire. Oui, je suis d'accord. Le pouvoir et l'art sont deux usages publics de la parole. Voilà. Un artiste a besoin d'un public, comme un homme politique a besoin d'un public. Voilà, donc ils se font nécessairement concurrence. Est-ce qu'ils se font, le politique et l'artiste, nécessairement concurrence? Pas seulement sur ça, mais sur l'idée, si tu veux, que l'artiste ait quand même besoin de public, parce que aussi, sinon... Ouais, mais disons que dans toutes ces notions absolues dont on parle, l'art, l'artiste, etc., on vit aussi dans une relativité, c'est-à-dire que notre temps, le nombre de productions musicales, le nombre de productions visuelles, le nombre d'artistes évolue énormément. Voilà, Duchamp, c'était il y a 100 ans, c'est maintenant le non-art de Duchamp est maintenant un académisme. Tout ça, ça change. Et donc après, il y a aussi d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, c'est-à-dire que faire de l'art, il faut, pour pouvoir faire de l'art, soit on arrive à vivre autrement et on fait de l'art que pour l'art, soit on essaye de faire de l'art et donc des personnes comme moi, par exemple, qui n'ont pas de rente ou de fortune ou de choses comme ça, je suis obligé en fait de faire en sorte d'arriver à produire des œuvres ou des discours, mais en même temps d'arriver quand même à en vivre, parce que sinon en fait c'est une activité que je suis obligé d'arrêter. Et donc il y a forcément, on joue en permanence, c'est une danse perpétuelle de Bigidi ou pas Bigidi, de passer d'un pied sur l'autre en se disant ça je vais pouvoir, ça non, de multiplier en Guadeloupe les types d'activités, les ateliers, les choses comme ça pour s'adapter aussi au monde dans lequel on vit, parce que après chacun peut faire des choix, on peut travailler pour une intimité ou un absolu ou les générations du futur, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse c'est le contact, c'est l'humain, c'est ici, aujourd'hui, maintenant, comment faire, comment produire quelque chose qui ait du sens, c'est-à-dire ou qui questionne ou qui pose question ou qui introduise une sorte de tiens j'avais pas vu ça comme ça, ou c'est marrant, ça me fait penser à ça, voilà. C'est le rôle de l'artiste par exemple, tu disais donner des cours. Maintenant presque tous les artistes donnent des cours, donnent une vision de leur travail. Pascal, par exemple, parlait de l'artiste professeur, activiste, presque soldat. Presque soldat. Moi, ça m'arrive de donner des cours, de donner une vision sur le travail, sur mon travail personnel. Je pense que j'arrive à ouvrir des esprits avec ce que je peux enseigner, par exemple. La question, c'est qu'est-ce que tu mets dans l'ouvert? Une fois que l'esprit est ouvert, qu'est-ce que tu mets dedans? Après, c'est le travail de chacun. Si on doit prendre, non mais si on doit prendre et que ça doit se faire par un alléluia comme ça, tout ça. Non, c'est du travail quand même d'être artiste. C'est une recherche, c'est avoir une réflexion intellectuelle. Moi, j'ai une réflexion déjà instinctive, je fais, et après j'essaie de réfléchir sur ce que j'ai fait. Donc j'ai ce chemin inverse, souvent on théorise et on passe à la pratique. Moi, je suis plutôt le contraire. Et puis il y a aussi une autre chose, c'est-à-dire que comme on est tous différents, tous singuliers, à partir de là, on va forcément pas produire le même soldat, et donc pas produire dans la même direction, ou avec le même but, ou avec les mêmes moyens. Par exemple, travailler sur l'identité guadeloupéenne, sincèrement, c'est pas là où je peux aller travailler sur d'autres choses. Parce que je me sens pas du tout. Moi, je suis arrivé, ça fait 22 ans que je suis en Guadeloupe. J'ai commencé à produire de l'art en Guadeloupe. Ça m'a transformé, ça a changé ma vision du monde. Mais c'est pas pour autant que je me considère comme
quelqu'un qui est suffisamment de sensibilité, de connaissances, et j'ai pas forcément eu accès à l'entièreté d'une forme de culture. Il y a des choses qu'on m'a pas racontées. Oui et non, parce qu'en même temps. Mais par contre, parce que quand mon positionnement fait que je travaille avec ça, cet endroit là où je suis et ce que je fais, je travaille sur d'autres aspects. Mais on peut dire que ton livre blanc est sur l'identité guadeloupéenne. Sur la créolisation. Ouais. Ben oui, ça fait partie de l'identité guadeloupéenne. Mais tu n'es pas obligé, tu peux très bien travailler sur l'identité guadeloupéenne, de l'intérieur, de l'extérieur, pas forcément de l'intérieur. C'est un peu ça, si tu veux. C'est-à-dire, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire, à partir du moment où tu parles du fait que les artistes sont différents, ont des singularités, ils peuvent forcément, ils peuvent pas travailler de la même manière sur la même chose avec les mêmes buts. Et voilà. Moi, je suis d'accord avec ça. Et j'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec ça. Mais je reviens. Moi, ce qui m'intéresse. Mais moi, je suis pas d'accord. Il y a une chose que tu as dit. Moi, je suis pas d'accord, mais vas-y. Il y a une chose que tu as dit qui m'a fait sourire. Quand elle a dit qu'elle travaille avec des artistes racisés, toi, tu as dit comment on fait quelque part pour sortir de cette vision. Elle aurait dit on travaille dans des galeries avec que des femmes, tu n'aurais pas posé la question. Je veux dire, ça ne ferme pas les choses. De dire ça en fait. Oui et non, parce que si tu veux, tous les artistes de panafricanistes, dont je fais partie par exemple, ne passent pas leur vie n'ont pas de discours qui tournent autour de mots aussi importants que racisé, invisibilisé, etc. Ce sont des mots qui dénotent une certaine vision et d'un positionnement particulier dans lesquels tous les africanistes ne se reconnaissent pas forcément. Un positionnement que tu supputes, parce qu'en fait ce que ça dit racisé, c'est simplement ceux qui subissent. Voilà, donc c'est un positionnement politique, il y a une réalité. Bon, dans la réalité, on sait qu'on est ça, et donc on va travailler sur ce sujet-là pour qu'on puisse faire avancer. C'est pas ça que ça veut dire racisé. Si, c'est ça que ça veut dire. C'est un terme sociologique qui veut dire ça. Racisé, ça veut dire ceux à qui on a donné une race. Et ça sous-entend l'idée que peut-être ces personnes-là ne reconnaissent pas l'existence des races. Entre autres choses, pas seulement, entre autres choses. Et par conséquent, quel que soit, mais je ne dis pas. Moi, par exemple, je ne dis pas que le mot racisé n'est pas bon. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement, c'est qu'il y a plusieurs façons d'être afrodescendant. Oui, on est d'accord. Et que quand on a un magazine comme Pascal Obolo et qu'elle est curatrice et qu'elle agit sur un territoire aussi important, il est peut-être intéressant de se poser la question de comment est-ce qu'on inclut l'ensemble des afrodescendants sans nécessairement les mettre dans sa propre vision. C'est ce que je dis. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai exprimé, mais c'est ce que j'ai voulu dire. Mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu as compris de ce qu'elle a dit. Ah, bon, d'accord. Parce qu'en fait... Peut-être j'ai mal compris. C'est même pas une histoire d'identité, d'afrodescendant ou de catégorie. Je crois que l'artiste se situe au-delà et dépasse ces catégories-là. Et il ne faut pas oublier que nous sommes un peuple où l'expérience de la mondialité s'est incarnée. C'est-à-dire que des peuples du continent, du monde entier, enfin, de tous les continents de ce monde, de ce cosmos, se sont reliés pour créer un imaginaire collectif et cosmopolite. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quand on se replie sur des identités et qu'on les martèle, je pense qu'on se trompe de débat, de route et à la fois de vision de l'art. Je pense que les Guadeloupéens, de par de ce qu'ils sont, c'est eux qui ont la clé justement de parler du monde. C'est l'universel, ouais. Oui, j'aime pas ce mot, il est ensanglanté et il sent le cadavre. Que ce soit tradition ou universel, c'est des mots que j'aime pas. Ce sont des mots ensanglantés qui sentent le cadavre. Il faut justement être artiste, c'est créer des nouveautés. Créer justement un autre mot, un autre vocable pour définir ce que nous sommes. Et il y en a qui le font. Édouard Glissant en est un. Il ne faut pas l'oublier. Et cet homme, c'est un grand, et il est antillais. Nous avons une force. Et cette force de créativité, il faut l'exploiter. Il ne faut pas qu'on se replie sur nous. Il faut qu'on apporte de la nouveauté au monde. Nous avons ce talent-là.
parce que nous le sommes en nous-mêmes. Donc l'art doit Je suis être très ému en disant ça parce que c'est vrai, c'est vrai. L'artiste doit être porteur d'espoir et de nouveauté. Voilà. C'est ça, c'est ce qu'il dit. Après, C'est ce que j'ai compris ou pas? Quand tu vois l'expo de Ansem Kiefer là au Grand Palais, là, je sais pas si vous avez vu des images de ce truc-là. J'ai pas vu l'expo, c'est une expo monumentale. Ansem Kiefer, il travaille sur la Shoah. C'est un Allemand qui est né juste après la Seconde Guerre mondiale, qui a travaillé sur la Shoah, l'extermination, puisqu'on fait le rapport avec Hitler, qui est pas forcément hyper représentatif de tous les artistes. On est d'accord? Voilà, donc je sais pas. là, donc je sais pas s'il travaille vraiment sur la nouveauté, mais je sais pas maintenant. En racontant l'histoire, il travaille aussi sur la nouveauté. C'est aussi une manière de faire. Il trouve un biais pour arriver à. C'est pas l'histoire qu'on retient qui est retenue chez Kiefer. C'est son talent esthétique. C'est-à-dire qu'il a une manière de le dire qui est inédite et qui est propre à lui. Ouais. Oui. Et en le disant, il défait ce monde pour proposer un nouveau monde. Ouais. Moi, pour moi, il y a des fois des expériences artistiques qui sont désagréables et qui produisent cette envie de penser ou de réfléchir autre chose. L'art c'est pas forcément beau, c'est pas forcément lisse, c'est pas forcément. Des fois, c'est désagréable, c'est énervant et ça interroge sur pourquoi on est énervé par rapport à ce qu'on a vu, entendu. Voilà. On parlait d'émotion justement. Oui, ça voilà. Mais moi, je reviens sur ça. Et pour moi, tous les artistes ne sont pas dans la vérité. Non, c'est l'enfermement qui est pas bon. Oui, mais tous les artistes sont pas dans la vérité, ils n'ont pas toujours raison dans ce qu'ils racontent. L'enfermement étouffe. Oui, on est d'accord. Et inhibe la créativité. C'est-à-dire, on reproduit tout le temps le même discours. Ouais. Oui, mais c'est pas parce qu'on veut donner un message et qu'on a l'espoir de donner un message qu'on sait toucher les gens aussi. Mais donc tous les artistes n'ont pas forcément la vérité qui va faire bouger la société. Ils vont échouer des fois. Est-ce que tu veux voilà. Est-ce que tu parles de quand tu parles qu'ils ont échoué, est-ce que tu parles de la qualité artistique de l'artiste? Ben oui, mais s'il n'est juste pas un bon artiste, c'est pas la peine d'en parler carrément. Quoi. Non, mais comme il disait, je finis la question. Ou le fait que cet artiste n'ait pas accès à suffisamment de visibilité, ce qui fait que il n'arrive pas à changer non plus le discours. Et non, il parlait tout à l'heure d'artistes qui n'ont pas touché leur époque et que c'est après qu'ils ont touché leur époque. Oui. Voilà, donc ils ont peut-être pas la vérité au moment M, et peut-être que ce qu'on a trouvé moche à ce moment-là, peut-être que dans 15 ans on va trouver ça génial. Oui, mais est-ce qui aurait été écrit à un moment M, voilà. Mais tous les artistes ne changent pas leur société. Est-ce que ça peut pas aussi participer d'une censure passive? C'est-à-dire que l'artiste à ce moment-là ne touche pas à ce moment-là, simplement parce que les forces en présence, je ne sais pas si c'était ici ou tout à l'heure où je parlais, parce que François a dit, lui, il est tout le temps en train de jongler entre sa volonté, ses pulsions artistiques et sa réalité économique, un peu. Ouais, économique. Voilà. Mais la réalité économique, la réalité politique, et il y a d'autres réalités qui, en fait, sont l'ensemble des forces en présence autour de l'artiste. Et y compris des forces de suggestion, c'est-à-dire une sorte de censure passive où on ne sait pas qu'elle est là, mais qui exerce quand même. Et donc ces artistes qui ont été parce que c'est un mot que je trouve fort, mais qui n'est pas bête, que Pascal utilise, par exemple, d'invisibiliser, par exemple, des artistes comme René Marran, qui pendant des dizaines d'années, plusieurs dizaines d'années, a été invisibilisé. On a même pensé que Chamoiseau était le premier Goncourt noir. Oui. Et donc, est-ce que c'est pas à cause de ça que ces artistes arrivent maintenant? Parce qu'ils sont très bons et le langage est très important et utile, mais ils ne sont plus dangereux. Mais est-ce que la question, la façon dont tu la poses, ça voudrait dire que tous les artistes ont la vérité, et donc s'ils réussissent pas, c'est parce qu'il y a les forces de suggestion qui n'ont pas entendu, qui sont dérangées? Ou peut-être parce que cette vérité... Donc tous les artistes sont bons. Non, mais peut-être que cette vérité... c'est ça en fait. C'est-à-dire que si on se dit que ceux qui n'ont pas réussi à toucher leur public... Puis bon tout le temps en plus, c'est ça le truc. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a aussi des artistes qui n'ont fait qu'une œuvre. Et qui ont avancé. Le public a une inclinaison. Oui. C'est normal qu'on s'incline vers ses petits intérêts. Sa petite boutique, c'est normal. Tu parles du public et de l'artiste ou juste du public? L'artiste aussi. L'homme ordinaire
s'incline en général vers ses petits intérêts. Mais ça pose C'est-à-dire la question de l'éducation l'ethnocentrisme. culturelle aussi. L'ethnocentrisme, c'est quelque chose de réel. Oui. Voilà. Il faut en prendre conscience pour s'en défaire. Nous, en tant que peuple guadeloupéen, on n'a pas d'atavisme. Le Guadeloupéen, il n'est pas d'origine. Il a été transporté par bateau. Oui, mais il y a une souffrance là quand même de la traversée. Oui, il y a une souffrance dans cette traversée. Et la mise sous fer aussi. Il y a une souffrance dans la mise sous fer. J'attends pour où vous allez. Oui, non, c'est-à-dire que on débat de beaucoup de choses qui relèvent de la fiction. En ce qui concerne le peuple guadeloupéen. Notamment sur les identités. Il n'y a pas d'identité fixe ou d'identité essence. Mais il y a des points communs quand même à l'afrodescendance. On n'a pas d'atavisme. Surtout ici. Oui, il y a des points communs, mais pour le coup, l'identité guadeloupéenne, c'est pas quelque chose qui doit figer. C'est pas la même femme il y a 10 ans, elle sera pas la même dans 10 ans. Voilà. Par contre, il y a une ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Et on peut quand même la définir. Elle peut évoluer justement. Donc elle existe, mais on ne peut pas la définir. Non, à mon sens, ça n'a pas d'intérêt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pourrait s'asseoir et se dire, on fait une moyenne chez les Guadeloupéens, on retrouve ces caractéristiques-là et on peut dire que c'est ça aujourd'hui. Dans 2 ans, peut-être que ce sera autre chose. Mais la culture, c'est intéressant de se poser la question, plus en termes de culture. Quelles sont les traditions, mais les caractéristiques, les traditions qu'on partage, le carnaval ou autre chose, par quoi ça se répertorie, qu'est-ce qu'il faut qu'on garde, qu'est-ce qu'on perd, et se poser des questions sur ça. Maintenant, si on se dit, l'homme guadeloupéen, c'est celui-là, ça mène à des réflexions politiques après, qui pour moi sont délétères, et qui ne sont pas intéressantes. Ouais. C'est quoi l'intérêt de la question définir l'identité? En fait, l'idée, il y a des leaders d'opinion qui véhiculent des idées et souvent il y a une espèce de courant qui suit et il y a un effet de mode sur la pensée. En ce moment, je fais une recherche sur le carnaval et je mets en avant le fondement de notre carnaval guadeloupéen. C'est-à-dire que les groupes à caisse claire sont représentés par les Amérindiens en règle générale, les groupes à peau par les Nègres-Marrons et j'ai jamais entendu parler dans l'histoire la rencontre des Amérindiens et des Nègres-Marrons, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même incroyable, qui est censé avoir amené quelque chose. À un moment donné, ils se sont mélangés, ces gens-là. Donc, on n'en parle pas. Et il manque un imaginaire là-dessus. Et je suis en train de travailler là-dessus. Donc, dans ce cas, ta fonction est de remplir, de faire le lien, d'amener quelque chose, une pièce manquante je pense, oui. Bah oui. Dépasser le courant actuel. C'est-à-dire, vous savez très bien, maintenant avec les réseaux sociaux, ça a changé, mais avant, on passait à la télé, il y avait une pensée et tout le monde répétait. C'était comme ça plus ou moins. En parlant des réseaux sociaux et de la modernité, on a une question, on a une nouvelle rubrique, c'est la question de Lynn. Est-ce que, je ne sais pas s'ils sont prêts en régie. Aujourd'hui, on est dans le monde du tout image, des photos, des vidéos à portée de main avec Internet, accessible tout le temps. Comment peut s'incarner le statut de l'artiste dans ce monde? Quel sera le statut de l'artiste de demain? Est-ce que ce sera le gardien secret du temple de l'art ou un nerd à la pointe des NFT? Alors, les NFT, c'est l'art contemporain qui existe uniquement de façon numérique et qui s'échange uniquement sur Internet. On met une empreinte et on ne peut pas dupliquer. Ouais, c'est une sorte de certificat d'authenticité numérique qui permet d'acheter une œuvre. Justement de nouvelles valeurs. Oui, exactement. Justement, non, mais la question de Lynn. Une des fonctions de l'art, c'est de créer de nouvelles valeurs. Ni l'un ni l'autre alors. Parce qu'elle demande est-ce que l'artiste va être le gardien d'une sorte de tradition artistique ou est-ce que l'artiste va finalement être un des ouvriers de la révolution numérique? En substance, moi c'est comme ça j'ai compris. Alors moi, j'ai mal compris. Non. En tant que sculpteur, moi, ce qu'elle raconte, c'est important parce que nous, on fait du volume et donc
une photo ne peut, si ta sculpture ou le volume que tu crées peut être résumé par juste un aspect, c'est-à-dire une face de ce que tu as créé, c'est que soit tu as négligé toutes les autres, soit, enfin voilà. Et donc, effectivement, ce dont elle parle, l'avènement de l'image qu'on peut zapper en 2 secondes, peut-on comprendre un artiste ou une œuvre en 2 secondes et dire j'aime ou j'aime pas? C'est les questions que pose actuellement notre mode de consommation d'images. Mais ce mode de consommation d'images est apparu là sur les 5, voire les 10 dernières années, mais plutôt les 5 dernières. Est-ce qu'il n'est pas en train déjà de disparaître pour retomber ou repartir sur quelque chose de plus global? Et ça se trouve, dans 5 ans, on aura tous un truc en volume et que du coup, il y aura le Instagram spécial sculpture avec des sculptures que tu peux faire tourner. Je ne sais pas. Est-ce que la fonction de l'artiste change avec les technologies? Je sais pas, avec l'importance de diffusion. S'éteignent les unes les autres. On écrit encore des livres alors qu'on a dit, je sais pas combien de fois que les frame, les livres ils sont là encore, les tableaux sont là encore. Il y a encore des gens qui sculptent. On a dit que la photo tuerait la peinture. Après, on a dit que le cinéma tuerait la photo. On a dit que la télévision tuerait le cinéma et que les réseaux sociaux vont tuer la télé. Et donc, les plateformes tueraient le cinéma sur certains supports. Sans compter les résultats de recherche qui confirment la nocivité des moyens numériques sur la cognition. Oui. Et encore, on a une génération qui n'a pas connu le numérique, donc on a une espèce de conscience de ce qu'il y avait avant, mais ceux qui sont nés dedans, ils sont balancés comme des animaux, quoi. Donc c'est ça qu'il faut éduquer en fait. On est un petit peu. Est-ce qu'on n'est pas un peu en train d'être des petits vieux là? Mais en dehors de ça, si tu donnes le goût de la littérature, tu peux très bien avoir le goût de l'image et avoir un Insta et lire des livres. C'est tout à fait envisageable et possible. Un n'empêche pas l'autre, c'est ce que tu dis. C'est ça. Mais en même temps, aussi une des choses qui fait partie de la question, c'est l'espèce de brouhaha en fait ambiant. Et je ne sais pas si vous avez vu le film Don't Look Up avec Leonardo DiCaprio. Ça parle de beaucoup de choses, mais aussi d'espèce de profusion permanente dont tu parles aussi. De diversion, on regarde une image, puis une autre image, puis une autre œuvre d'art, et il y en a tellement que comment est-ce qu'on fait pour exister dans tout ça? Pour un photographe en particulier, par exemple, peut-être, non? Puisque tu es en concurrence avec tous les autres appareils, une concurrence que tu n'avais pas avant. Depuis que le numérique est arrivé, oui, c'est autre chose. Moi, la fonction de l'image, c'est d'attirer l'œil. L'image, elle a cette fonction. Un texte, on lit un texte, des mots, ça a du sens, mais une image, elle doit attraper l'œil direct. Donc, ce que tu veux dire, c'est que l'artiste photographe doit d'abord... C'est mon positionnement. Tu me dis si je comprends bien. Ce que tu dis, c'est que dans tout ce brouhaha, la première tâche de l'artiste photographe, c'est de gagner cette concurrence du regard. C'est-à-dire que son œuvre doit tout de suite être au-dessus visuellement. Je pense. Et après, une fois que tu as gagné... Ce regard s'attache à quoi? Voilà, c'est ça. Une fois que tu as gagné cette première bataille, il faut raconter quelque chose. Raconter quelque chose. Voilà, c'est ça. Moi, j'aimerais bien peut-être finir sur une de tes photos, sur la photo je sais pas si c'est un pêcheur ou un écailleur de poissons. J'ai fait les deux, alors je sais pas. Le ciré jaune. Le ciré jaune là. Non. Ah, ça, c'est un écailleur. Oui. Alors, c'est d'autant plus intéressant. Parce que, je vais dire un mauvais mot, hein, mais il n'est même pas pêcheur, je veux dire. Non, il est écailleur. C'est un mauvais mot. Hein, En fait, j'attendais un pêcheur à photographier. C'était sur la plage de Galba. Et il y avait un écailleur qui les attendait, et donc j'ai fait cette photo, mais cette photo-là, on n'arrive pas et on fait une photo. C'est peut-être 15 jours d'arriver tous les matins à 6h30, 7h, et puis d'engager un contact, quoi. Donc derrière, il y a du matériel, il y a de la lumière, enfin, elle ne s'est pas faite toute seule, cette photo. Donc oui, c'était l'idée aussi de... C'est une mise en scène, là. C'est une mise en scène, bien sûr. Okay. C'était l'idée pas complètement, puisqu'il était pas là. Il n'était pas là pour toi. À un moment donné, je l'ai amené pour qu'il soit là pour moi. Oui, mais tu étais là, il était là, et tu t'es arrangé pour qu'il pose.
Oui, pour qu'il pose, mais c'est surtout que c'était complètement. C'était quelqu'un. J'ai une longue série comme ça sur des gens entre guillemets ordinaires. Je voulais mettre de la lumière, de la belle lumière sur des gens ordinaires. Donc c'est passé par les pêcheurs, par les écailleurs, qu'on ne voit jamais en photo en général. Encore les pêcheurs, ils ont une... Parce que c'est une démarche artistique. Il a une démarche artistique. Les pêcheurs ont... C'est pas simplement politique. C'est une démarche esthétique. C'est un peu politique parce que ce qu'il fait au bout du compte, c'est de donner de l'espoir. C'est de permettre à la personne de s'accrocher à quelque chose. C'est de dire que même si vide. Non, c'est pas ça, mais c'est que de dire quand même, c'est de dire que non, mais de dire que quand même que le gars il écaille du poisson, mais il existe. Et il a eu un moment où il a existé parce que son existence a permis de créer de la beauté. Mais donc c'est un rapport de dualité entre les deux où chacun amène quelque chose. Même celui qui regarde la photo, la prochaine fois qu'il va aller acheter du poisson, il va le regarder lui. C'est le fameux quart d'heure de gloire annoncé par Andy Warhol. Mais pas seulement, c'est aussi la valorisation de chacun des métiers de Victor Hugo où pour manger ton pain, chacun a dû faire sa part. Quoi. C'est là où je dis... Je sais pas si c'est... Excuse-moi, juste... Non, vas-y. Je sais pas si vraiment elle a besoin d'être prise en photo pour avoir de l'espoir. Je pense que c'est juste à mon avis le résultat d'une rencontre et d'un dialogue qu'il a entamé, où toi tu fais la photo et cette personne elle est là et elle se livre à toi d'une certaine manière, elle accepte. Elle sait pas déjà qu'elle va être prise en photo. Moi j'ai déjà, j'arrive et j'ai déjà cette idée en tête, donc c'est un long travail. Et c'est là où je mets ces gens-là sous une lumière. Je fais un peu comme ces photographes là, à l'école en noir et blanc, là, humanistes, mais je rajoute de la couleur. Voilà, c'est un mélange de genres. Arrête. On n'est pas loin de la fin. Est-ce qu'on peut conclure ? Moi, en préparant l'émission et à la fin de l'émission, j'ai toujours ces deux idées. D'un côté, l'art qui est là pour créer de l'émerveillement. De l'autre côté, l'art qui est là pour créer une prise de conscience. Par exemple, la prise de conscience de la personne qui va venir acheter son poisson et qui va regarder les cailleurs et par conséquent créer de l'humanisation ou de l'humanité et du savoir, du vivre ensemble, etc. Mais en même temps, j'ai le sentiment que ces deux positions sont une sorte de grand écart impossible. Est-ce que quelqu'un veut conclure sur ça? Pour moi, j'ai l'impression totalement inverse. c'est que là, et justement, ce truc humain là, parce que je ne suis pas persuadée que ça existe ailleurs, ce truc humain, que quelqu'un se dise, je vais faire passer un message différemment que juste crier autre chose. Il faut que ce que j'ai envie de dire puisse toucher d'autres personnes dans l'humanité. Déjà, ça c'est exceptionnel. Et qu'en plus, ce truc-là, certains, pas tous, certains arrivent à faire en sorte que de façon irraisonnée, c'est-à-dire qu'on ne parle pas à la raison, on ne parle pas à ce qui fait qu'on réfléchit, ça nous touche tellement que ça peut nous faire changer une vie, ça peut changer de façon de faire, ça peut changer la façon dont on élève son enfant, ça peut changer aussi des sociétés qui vont se retrouver dans la rue parce qu'elles ont pris conscience de ce qu'elles étaient elles-mêmes. Et pour moi, c'est extraordinaire justement ce truc-là. Et de la même façon que l'identité, il ne faut pas la minimiser, la mettre dans des cases, dans des cadres, pour dire un tel, comme tu n'aimes pas le manioc, comme tu n'as pas la bonne mélanine, comme tu ne parles pas créole, tu ne rentres pas dedans, l'art c'est la même chose. Il y a des artistes qui vont toucher, qui vont faire le peuple se lever, bouger, il y en a d'autres qui vont faire pleurer, il y en a d'autres qui vont faire rire, il y en a d'autres qui vont être les gens totalement indifférents, mais tout ce truc-là participe d'un moment M, une société, de ce qu'elle dit, de ce qu'elle entend, de ce qu'elle appréhende et de ce qu'elle a envie de garder pour transmettre aux autres. Franck, vite. En fait, ce sont des questions ouvertes. On n'a pas le dernier mot sur ce truc. C'est pas quelque chose qu'on peut trancher. Oui, mais dans ton fond. Là. Si tu dois nous dire le fond de ton cœur. L'art doit rester libre. C'est ce que je veux dire. François. Et avoir une démarche esthétique. Ne veux-tu pas que tu es d'accord hein? Alors, en fait, je pense que le grand écart, c'est à la fois l'outil et la fonction de l'art. C'est-à-dire que d'être strictement humain ou juste un humain comme les autres, et à la fois de toucher au-delà de l'humain, de faire ce grand écart, c'est à la fois comme pour les danseuses, de faire un grand écart magnifique, c'est un outil qui transporte une émotion, une admiration, et de se dire l'humain, l'être humain, l'espèce de truc, l'humanité est capable de ça.
Et donc, moi, je pense que la fonction de l'art, c'est le grand écart. Un jeu de mots en plus. Non, moi je reste sur le moyen d'expression. On a besoin de raconter quelque chose, on a besoin de dégager des émotions. Celui qui maîtrise un peu son art, je pense qu'il en est capable. S'il a des bonnes émotions, ben voilà, il fait le job, quoi. Et le public a besoin de l'entendre. Et le public, alors soit il est entendu, soit il n'est pas entendu, ou soit il sera entendu dans 20 ans, en 50 ans, je ne sais pas. Mais déjà, s'il est déjà entendu, au moins, s'il arrive à être entendu, c'est déjà le rôle de l'artiste. Thank you very much. I will see you next time.